Bien, chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une belle personnalité qui va nous parler d'une question qu'on se pose tous. Que sommes-nous venus accomplir sur cette terre? C'est le Hmm. sujet de son beau livre, de son gros livre aussi, hein. Être ou ne pas être, voilà la mission. Alors elle nous invite à privilégier le verbe être, alors que notre société matérialiste fait plutôt le contraire, elle voudrait qu'on se contente de conjuguer le verbe avoir, hein. Ah donc, être, c'est ce que Sylvie Ouellet a choisi de faire pour le coup. Quand elle a abandonné Hmm. un choix de carrière, donc d'une certaine manière qui était facile, puisqu'elle était notaire, pour en fin de compte se consacrer à enseigner ce dont elle était intimement convaincue, justement qu'il faut conjuguer le verbe être avant tout, hein. Donc, c'est de se savoir conjuguer le verbe être, d'être vraiment nous-mêmes, qui nous permet vraiment de retrouver notre essence et d'incarner notre mission, entre guillemets. Et c'est ça, Hmm. logiquement, qui nous mène vraiment à l'épanouissement, à nos plus beaux succès. Et apparemment, ça a marché, puisque dans le cas de Sylvie Way, maintenant, elle est connue des deux côtés de l'Atlantique à travers ses beaux livres, hein. N'est-ce pas, Sylvie? Mais je ne sais pas si ça a marché, c'est difficile d'évaluer euh, un succès extérieur en fonction d'un état d'être intérieur, mais moi, je peux dire que je suis drôlement mieux par rapport à tous les changements que j'ai faits dans ma vie à partir du moment où j'ai compris que ça passait par un mouvement d'intériorité, ça passait par justement mettre l'être en avant-plan dans notre vie. Donc, personnellement, je peux témoigner que moi, je suis mieux, que j'ai un résultat concret dans mon quotidien parce qu'avant, je pense que j'étais fondamentalement insatisfaite et fort probablement, je dirais pas malheureuse parce que je passais pas ma vie à pleurer, mais j'étais pas heureuse. J'étais en quête de quelque chose sans savoir ce que c'était réellement. Et j'avais toujours cette insatisfaction-là, même si j'arrivais très bien à réussir certaines choses, pardon, une Alors, quel a série. été le déclic, chère Sylvie? Bon, le déclic, hein, il a été assez douloureux. J'ai traversé une période de ma vie où j'avais plus envie d'être là. J'étais vraiment dans des idées très sombres. Euh, j'étais, je- je- moi, j'ai fonctionné, je me suis construite avec des formes pensées très perverses par rapport à moi, hein. Euh, J'étais fondamentalement convaincue que quand les autres étaient heureux, je n'y étais pour rien. Et quand ils étaient malheureux, ben c'était de ma faute. Alors D'accord. ça devient, Ça ça devient lourd devient à porter. lourd à porter et c'est devenu particulièrement lourd à porter lorsque j'ai eu mes enfants. Là, cette pression de vouloir être parfaite et de ne rien faire pour les rendre malheureux est devenue tellement intense que je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. C'est certain que j'y arriverai pas. Donc, j'ai vraiment sombré dans un état d'être très lourd, au point de même d'essayer de m'enlever la vie 3 fois. Et puis, dans l'une de ces expériences-là, je pense que j'ai été euh, en contact de l'autre côté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu 18 heures. J'ai été 18 heures en état d'inconscience. Et quand je suis revenue, j'étais plus la même. Vous Je étiez ne pense. transformé. J'étais transformée un peu pour avoir lu beaucoup sur ce que les gens ont vécu dans une expérience de mort imminente. C'est avec le recul hein, que j'ai compris ça. J'avais les mêmes symptômes, c'est-à-dire que je comprenais ma vie autrement. Je voyais là où j'avais fait fausse route, je voyais ce qu'il fallait que je fasse. Tout était vraiment d'une limpidité incroyable. Et j'ai été, après cette expérience-là, pendant plusieurs mois,
à être, j'ai envie de dire, pas sur le même niveau que la majorité des gens. J'y suis revenue, hein, rassurez-vous, je suis pas restée. Mais je voyais pas les mêmes couleurs, je voyais pas les mêmes textures, je sentais pas les mêmes choses et j'avais une lucidité, mais qui s'est estompée avec le temps que je retrouve en méditation, dans des périodes très spécifiques. Mais là, ça durait, j'ai envie de dire, 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. Vous aviez touché le monde de l'unité. Voilà. J'avais touché à tout le moins, je ne sais pas si c'était l'unité complète, mais j'avais touché une plus grande unité, ce qui me permettait de vraiment de mettre de côté toutes ces idées-là qui m'avaient amené dans ce gouffre et de pouvoir, mais très, très rapidement, euh, changer de manière d'être, puis de voir concrètement le résultat. Quand je n'étais plus en train d'alimenter ces formes pensées-là, que j'alimentais autre chose, je voyais le bénéfice de ça. Ce qui m'a permis d'installer la méditation dans ma vie. J'ai commencé à méditer à tous les jours. Et puis là, j'ai vu, mais vraiment, euh, exploser une autre manière d'être en moi. Même le père de mes enfants à l'époque me disait, mais Sylvie, j'arrive plus à te suivre, je sais pas ce qui se passe, mais je vois bien que tu te transformes, mais ça va trop vite. J'arrive plus à suivre qui tu étais par rapport à qui tu es aujourd'hui. Donc, il y avait des transformations vraiment majeures. Puis, ben, j'ai gardé cette méditation-là au quotidien qui me fait toujours grand bien et qui me permet de rester à flot. C'est ce qui m'a amené à découvrir que j'avais la capacité de communiquer avec les défunts parce qu'avant ça, j'avais jamais eu de contact. Je me souviens de rien qui ait pu ressembler à ce type de communication-là. Donc, j'ai commencé à vivre la communication avec les défunts euh, sans m'en rendre compte, avec les guides aussi, parce que j'avais des bribes d'informations qui m'arrivaient. Mais jusque-là, j'étais trop j'ai envie de dire, dans la découverte naïve de tout ce qui était en train de m'arriver pour faire le constat de ce que je venais de traverser. C'est bien des années après avoir écrit mes premiers livres que j'ai commencé à comprendre que ben probablement qu'il s'était passé quelque chose lorsque j'ai perdu 18 heures de conscience et que là, tout ce qui était en train de s'installer était euh, de l'ordre probablement d'un enseignement que j'ai reçu pendant ces 18 heures-là. Et Hein. de cet enseignement, vous êtes en arrivé à la notion de projet conscience. Voilà, Alors voilà. expliquez-nous, expliquez à nos chers Ouais, amis qui nous regardent. ce que j'ai découvert en écrivant le livre Bienvenue sur Terre, c'est que on était tous venus pour quelque chose de très précis, qu'il n'y a personne de nous qui vient sur la Terre pour passer un temps X et puis repartir après et que ça n'ait eu aucune incidence sur l'être que nous sommes. On a des Donc, devoirs à faire apparemment, ben oui, puis un petit peu. je veux dire, j'aime bien que vous apportez cette notion-là de devoir à faire parce que quand on dit devoir, il y a comme une notion d'obligation et le projet conscience est d'abord et avant tout basé sur le volontariat. Il faut vouloir le faire, ce projet conscience-là. Euh, donc, il y a une participation consciente et active à ça. Pour moi, le projet conscience s'étale
sur plusieurs incarnations. On ne vient pas sur la Terre, à mon avis, pour une seule Oui, incarnation. le fil conducteur de votre livre, c'est l'idée de la réincarnation quand même. Oui, tout à fait. Puis, moi, c'est une notion qui m'a beaucoup rassurée. Euh, dans ma vie d'avant, que j'appelle, j'étais notaire et puis si j'ai choisi cette profession-là, c'est parce que fondamentalement, la notion de justice m'interpelle. Et je vous avoue que l'une des choses qui m'a le plus déconcertée en étant dans le domaine juridique, c'est de voir à quel point le système, il n'est pas juste. Il est fait sur des règles pour être capable de gérer toutes sortes de situations, mais en bout de ligne, il y a bien souvent de l'injustice Un dans manque de l'application. considération de l'humain. Tout à fait. Et puis, euh, c'est des règles qui sont assez rigides, somme toute, qui font en sorte que leur application devient injuste parce que si on avait un peu plus de souplesse, on s'occuperait, oui, de l'humain, on tiendrait en compte certains critères qui souvent sont éliminés parce que la règle dit que c'est pas ça. Donc, le système, dans son essence, n'est pas toujours juste et ça, pour moi, c'était source de grande incompréhension. Mais lorsque je me relie et que je vais dans l'espace du cœur, je vais chercher une autre compréhension des choses qui m'amène à voir la justice, la beauté et la grandeur du scénario et de voir à quel point, même dans des situations totalement injustes, mais finalement, on est amené dans le grand projet conscience à aller découvrir quelque chose sur soi qui, ce scénario injuste, il est au service de notre projet conscience. Donc, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans ce qu'on fait. Et puis, souvent en conférence, ça interpelle les gens quand je parle de ça parce que il y a des gens qui me disent non, mais quand même, vous allez pas me dire parce que j'ai été abusée ou parce que j'ai vécu telle situation. Par exemple, je me suis fait voler ou j'ai tout perdu à cause d'un associé véreux. Vous allez pas me dire qu'il y a une vision de justice derrière tout ça. Et évidemment, quand on regarde les faits avec les yeux humains, on ne peut pas voir le grand scénario. On ne peut pas voir qu'est-ce que ça nous amène à aller travailler sur soi. Il faut vraiment changer de point de vue d'observation pour aller constater ça. Et tous ces scénarios-là, qui sont difficiles. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'occuper du bourreau qui a causé cette situation-là, parce que évidemment, s'il y a une victime, il y a un bourreau, et toute situation d'abus, quelle qu'elle soit, on, on doit s'occuper de rétablir les choses et euh, de rendre justice à la personne qui a pu être victime. Mais cela dit, la personne, elle est victime pour quelque chose. Voilà. Ce scénario-là arrive pas par hasard dans sa vie et dans le projet conscience, lorsqu'on commence à s'intéresser à ce qu'on est venu faire sur la Terre, on se rend compte que ce qu'on vit au quotidien est drôlement bien ficelé dans ce projet conscience-là. Il n'y a rien qui est laissé par Il y hasard. a une blessure à expérimenter et qui n'est pas un hasard. Voilà. C'est que par attirance vibratoire, dans ce que on dégage autour de nous, euh,
notamment parce qu'on nourrit à notre propre égard. Comment est-ce qu'on se voit? Comment est-ce qu'on se perçoit? Et qu'on arrive à manifester qui on est, c'est ça qui va faire Et en puis sorte. aussi, Sylvie, comment est-ce qu'on se juge? Voilà, voilà. Oui. Et c'est ça, je veux dire, c'est là où euh, la base même de notre champ vibratoire est construite. Donc, si moi, je me sens nulle, par exemple, euh, ben, quand j'entre en relation avec les autres, ce qu'ils perçoivent dans l'inconscient, c'est ce sentiment-là que je nourris à mon égard. Et ils vont répondre à ça dans la manière dont ils vont me traiter très inconsciemment. C'est-à-dire que même si consciemment je leur dis faites attention à moi, je suis fragile, je suis sensible et j'ai besoin qu'on m'aime, eh bien, c'est pas du tout ça qui va arriver comme résultat. Et Les à dés nos sont yeux, pipés. voilà. Les dés sont pipés en fonction de notre champ vibratoire, mais c'est nous qui le construisons, notre champ vibratoire, et on a intérêt à aller voir ce qu'on met dedans. Tout à fait. Mais alors tout ça, ça commence, vous le dites donc par vos connaissances médiumniques, en fait, il faut les appeler ainsi, hein, Mhm, puisque c'en est quand même un peu la source. Après cette expérience de Amy, là, vous mhm. dites le projet devenir d'incarnation, il démarre 9 mois avant la conception. Au moins 9 mois. Au moins 9 mois. Au moins 9 mois, oui. Et, Oui, ça, c'est et- pas et ordinaire comme information. non, parce que ce qu'il faut aller comprendre derrière ça, c'est que euh, tant qu'on regarde les choses avec nos yeux humains, tout ce qu'on peut percevoir, c'est la matière. Mais j'aime bien m'intéresser à la langue des oiseaux parce que quand on dit la matière, ben, on entend l'âme à tiers. Ça veut donc dire que l'âme n'a qu'un tiers d'elle-même dans la matière et 2 tiers ben, ailleurs. Dans l'invisible. Et la matière ne peut se comprendre que par l'invisible, par ce 2 tiers-là. Donc, lorsque on veut essayer de comprendre ce qui nous arrive, ça va devenir important de se relier à ces 2 tiers-là, puis de ne pas oublier que on a une autre réalité que celle qui est matérielle. Donc, pour arriver dans un corps physique, ben, ça prend 9 mois déjà à créer ce corps physique-là. La gestation, en tant qu'être humain, ça prend 9 mois. Mais avant de créer ce corps physique-là, ben, on aura besoin de créer nos corps énergétiques. On commence à peine à s'apercevoir que nos corps énergétiques, ce sont eux finalement qui viennent moduler notre corps physique. Donc, en médecine chinoise, c'est quelque chose qu'ils ont compris depuis belle lurette et dont on tient compte. La grande règle, c'est que l'invisible précède le visible, hein. Ben, en toute chose. Et Oui. puis, les grands maîtres nous disent depuis toujours que la matière, c'est l'effet, mais que la cause, elle est dans nos pensées. Donc, elle est dans l'immatériel, hein. Une pensée, c'est immatériel. Alors, avant de pouvoir matérialiser une pensée, ben, il y a besoin d'un espace pour créer euh, tout ce qu'il va falloir dans la matière. Alors, c'est la même chose avec nous. Avant qu'on puisse exister dans la matière, eh bien, il y aura besoin d'un espace pour créer ces corps énergétiques-là. Donc, on dit que c'est un minimum de 9 mois avant la conception pour pouvoir créer les corps énergétiques. Cela sous-entend que nous choisissons nos parents.
Eh bien oui, cela sous-entend qu'on choisit nos parents, mais cette affirmation-là, il faut la compléter parce que ça nous donnerait un grand pouvoir si c'était qu'un choix unilatéral. C'est-à-dire qu'on s'imposerait dans la vie de nos parents, puis je pense qu'en fonction du libre arbitre, c'est pas possible. Alors, quand on dit on choisit nos parents, ben, moi, j'ai toujours envie de rajouter, On ben, se les choisit. parents nous choisissent également. Oui, Donc, c'est un choix qui est partagé. partagé pour qu'on puisse s'apporter quelque chose. Nous allons aider nos parents à grandir, à devenir conscients de certaines choses. Puis, on le sait, hein, quand on devient parent, mon Dieu, qu'on descend de notre petit nuage, puis que nos enfants nous apprennent des tas de trucs. Et nous aussi, parallèlement à ça, on va les aider à grandir. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui va être fait. Donc, oui, on va choisir nos parents, puis souvent, on ne comprend pas. Parce que quand on regarde nos familles, des fois, on se dit, bon, si vraiment j'avais choisi, c'est pas celle-là que j'aurais choisi. Je serais allée dans un autre endroit. Euh, donc, on ne comprend pas toujours pourquoi on a choisi ces parents-là, puis c'est normal parce que on les choisit pour certaines formes pensées qu'ils nourrissent. Formes pensées que nous aussi, on nourrit dans notre inconscient et ces parents-là deviendront nos premiers miroirs. Et en psychologie, hein, on dit que quand il y a quelque chose qui nous énerve chez l'autre, la première chose qu'on va faire, c'est de se dissocier de l'autre et dire, oh non, non, moi, je suis pas comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire avec nos parents. Le miroir, il va être un peu confrontant, puis on va se dire, ben OK, moi, je serai pas comme eux. Mais en se dissociant ici, ça nous permet d'avoir un certain recul et éventuellement, c'est grâce à ce recul-là qu'on pourra faire tout un travail pour devenir conscient de la forme pensée que ces parents-là nous renvoient et qu'on n'arrive pas à voir. Donc tout ça, enfin, on en ressort avec tous une blessure fondamentale quelque part à découvrir C'est ça, et après à travailler. c'est ça. La blessure fondamentale, c'est cette forme pensée-là qui en réalité parle pas du tout de le parent m'a blessé, m'a rejeté, m'a humilié, m'a abandonné. Ça parle pas du tout de ça. Ça parle plutôt du regard que j'ai sur moi. Comment est-ce que moi, je rejette une partie de moi ou comment est-ce que moi, j'ai un regard humiliant sur qui je suis? Ça parle de ça en premier lieu. Et c'est pour ça que ça fait mal quand l'autre me rejette ou m'humilie, par exemple. Je prends ces deux blessures-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Mais c'est parce que moi, je le fais déjà. Voilà, le problème n'est pas qu'on ait été rejeté, par exemple, le problème est que l'on continue à se rejeter. Si c'est C'est l'exemple du ça. rejet que la personne est venue expérimenter. C'est ça. Et c'est ce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'avais lu il y a vraiment plusieurs années le livre de Madame Bourbeau, Les 5 grandes Voilà. blessures qui empêchent d'être soi. J'avais identifié ma blessure. J'avais fait tout un travail sur moi, sur ça, sur un pardon. Et puis, je revivais encore la fameuse blessure et je me disais, mais il y a encore quelque chose, je vais aller travailler. Et c'est là qu'un jour en méditation, alors que j'étais complètement frustrée de revivre encore une fois une blessure, j'ai entendu en moi, mais Sylvie, tu regardes pas au bon endroit. Et là, mais moi, Oui, il y a quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur de moi parce que ça faisait des oui, années c'est que que vous je regardiez à faisais... l'extérieur. C'est ça. Et là, on me dit, tant que tu focalises ton regard sur la blessure, tu crées de la blessure. Eh oui, Parce, ben, évidemment, c'était d'une logique, mais incroyable. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il puisque y a l'attention personne? crée.
ben, la tension crée. Et donc, à chaque fois qu'on met de l'énergie pour guérir la blessure, eh ben, c'est qu'on est dans l'énergie de la blessure. Donc, on ne fait que recréer comme, j'ai envie de dire, le petit hamster qui est dans sa Tombe. roue, hein, qui en sort plus. Et là, ben, j'ai naïvement posé la question, mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Parce que là, j'étais complètement scotchée par cette réponse-là. Et puis, on m'a, à ce moment-là, donné les leçons. Derrière chaque blessure, il y a une grande leçon. Et c'est là où il faut porter notre attention. Puis évidemment, la leçon, elle est absolument pas tournée vers ce qu'il faut faire pour les autres, mais elle est tournée vers ce qu'il faut faire pour soi d'abord et avant tout. Et une fois qu'on l'a fait pour soi, bien, ce qui est magique, c'est que les autres vont commencer à le faire pour nous-mêmes. C'est-à-dire que ces leçons, on les vit dans la dualité tant qu'on ne les a pas conscientisées, tant qu'on n'a pas conscientisé qu'elles s'adressaient à nous. Qu'elle s'adressait à nous et que, par exemple, si je vis du rejet, ben, c'est que je suis la première à me rejeter et tant que je n'aurai pas changé ça dans mon champ vibratoire, c'est comme si j'envoie un message aux autres de leur dire rejetez-moi pour que je finisse par voir le rejet que je me fais à moi-même. C'est-à-dire une énergie d'une certaine nature attire une énergie de même nature. C'est ça Oui, la clé. mais c'est ça la clé. Puis la clé qu'il faut comprendre, je vais le dire dans d'autres mots, c'est que l'extérieur, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, les autres me font ce que je me fais à moi-même. Et alors, vous parlez Euh, aussi beaucoup, chère Sylvie, de la naissance. oui. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que au moment de naître, on va euh, avoir un certain état qui va se rejouer tout au long de notre incarnation euh, parce que c'est des formes pensées qu'on a nourries à partir du moment où on s'est engagé dans le col de la mer. Et ça, il y a des travaux très intéressants qui sont faits là-dessus, notamment ceux de Stanislav Grof, qui est un psychiatre, qui lui a amené ses patients dans des états de conscience modifiés avec des substances comme du LSD ou de l'ayahuasca ou de l'iboga. Et il s'est rendu compte que les patients, quand ils arrivaient à un certain stade dans le col de la mer, ils avaient tous des régressions qui étaient un peu similaires. Et avec cette, cette constatation-là, il en est venu à faire ce qu'il a appelé 4 matrices de la naissance, c'est-à-dire 4 stades ou 4 états d'être différents qu'on va expérimenter durant la grossesse et notamment les 2 derniers qui sont les plus intenses. Les 2 premiers, ça se passe relativement bien. J'ai envie de dire, on est assez zen dans ces états d'être-là. On est bien et heureux d'y être généralement. Mais dans les 2 derniers stades, qui sont le stade où on traverse le col de la mer et le stade de l'expulsion, Stanislav Grof a observé que ça se passe généralement dans un état d'angoisse profond. Et ça, c'est intéressant parce que lui, il dit, lorsqu'on est dans le col de la mer, on est confronté à la peur de mourir. Et pensons-y un moment, on est dans un sas qui se contracte sur nous. Donc, ben, c'est normal d'avoir peur de mourir. Moi, je fais l'exercice dans un stage que je donne et je dis aux gens, fermez vos yeux quelques instants, puis imaginez qu'il y a un sas qui se contracte sur vous et la plupart des gens sont pas capables de tenir.
Ils doivent ouvrir les yeux, ils ont peur. Mais cette peur-là, en fait, c'est la peur panique qu'ils ont eue au moment d'être dans le col de la mer qui s'active. Et donc, Groff, là où ça devient intéressant, c'est qu'il va dire, à chaque fois qu'on entre dans une nouvelle expérience, je commence un travail, je commence une nouvelle relation, bien, je vais vivre ce début-là On comme j'ai réactive. vécu ma naissance. Donc, ça va réactiver la peur panique. Et moi, à partir du moment où j'ai eu ces informations-là, mais écoutez, ça a été une révélation extraordinaire parce qu'effectivement, je le vois en consultation, les gens sont dans une situation de répétition. Je dis les gens, mais c'est la même chose pour moi. Euh, Jusqu'à ce qu'on ait été conscientisé les formes pensées qu'on a nourries au moment de notre naissance, eh bien, on va rejouer le scénario. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait De la pour... théorie à la pratique. voilà. Ben, en fait, on peut s'aider de la manière dont on est né, c'est-à-dire que, premièrement, est-ce qu'on est né rapidement? Est-ce qu'il y a eu une problématique à la naissance? Déjà, la problématique, s'il y en a une, va nous guider vers certaines formes pensées qu'on a pu nourrir. Par exemple, si je suis née par siège, eh bien, ben, un siège, hein, c'est quelqu'un qui reste sur sa position. Ça veut donc dire quelqu'un qui va ne pas être convaincu que c'est bien d'avancer. Quelque part, c'est quelqu'un qui est dans la peur de faire le prochain pas et de dire, ben, je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré, c'est quelqu'un qui est dans, c'est ça, cette peur-là de ce qui va l'attendre après avoir fait le prochain pas. Une fois qu'on a conscientisé ça, ben, il y a quelque chose qui se défait à l'intérieur de nous. Donc, la manière de naître, quand on la connaît, eh bien, elle peut nous aider. Dans le livre, je parle de certaines pathologies pour expliquer la forme pensée qu'il y a derrière. Si on n'a pas Formation. accès, on n'a pas cette information-là parce que nos parents sont décédés ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'information. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas du tout rien au sujet de leur histoire. Eh bien, moi, je dis toujours dans l'information que je donne à ce sujet-là, rassurons-nous parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on était là, nous, au moment de naître. Donc, quelque part dans notre inconscient, cette information, elle est là. Et moi, quand j'ai écrit Bienvenue sur Terre, quand j'ai écrit Être ou ne pas être, voilà la mission, et là, je travaille sur 2 autres projets qui sont en lien avec la naissance, eh bien, soit spontanément ou soit sur demande, j'ai des mémoires de ma naissance qui remontent. Donc, on peut avoir accès à ça simplement en le demandant avant d'aller au lit, préférablement. Pourquoi avant d'aller au lit? Parce que quand on fait ce genre de demande-là, le mental va avoir souvent le réflexe de faire obstruction à la demande. Si on fait la demande avant d'aller au lit, ben on va s'endormir et l'interférence du mental, eh ben, elle va être moins grande et on va avoir plus de probabilité d'avoir la réponse. On n'aura peut-être pas la réponse dans la nuit, sous forme de rêve, ça va peut-être venir le lendemain, des fois ça prend 6 mois avant d'avoir la réponse, mais faire cette demande-là, donc on s'adresse à notre âme et on lui dit quelque chose du genre, si j'ai à avoir des informations en lien avec ma naissance qui pourraient m'aider à comprendre ce que je vis dans le quotidien présentement, ben, j'aimerais qu'elles émergent de ma mémoire. Merci de me les donner. Alors, en faisant cette,
Eh bien oui, et on remercie de les donner. Puis on fait confiance que ces mémoires-là vont arriver à nous dans le bon moment. Et le bon moment, c'est pas nécessairement le temps humain, hein? Ça, c'est le temps divin, c'est-à-dire quand tout sera mis en place pour que qu'on comprenne l'information. Et Donc, la naissance, c'est vraiment très intéressant et je fais un petit exercice dans l'une des formations que je donne qui est très, très révélateur aussi pour aller chercher des informations au sujet de notre naissance. Puis c'est là qu'on se rend compte que on répète ce scénario-là, quoi même si on n'a pas l'impression de répéter notre scénario de naissance, on le répète sans vouloir. Si on était dans la joie au moment de naître, ben, on va avoir des attitudes qui vont se répéter à certains moments précis, qui vont témoigner d'une joie. Et si on était, par exemple, dans la tristesse déjà au moment de naître, dans la nostalgie, ben, on va avoir des comportements révélateurs de ça. Puis je fais faire un petit exercice aux gens, puis ils sont absolument scotchés de voir ce que ça donne comme résultat. Puis je donnerai pas l'exercice, je mets juste les gens en haleine un peu, je donne pas l'exercice parce que quand on le sait à l'avance, il faut le faire de façon très, très naïve. Quand on le spontané. sait à l'avance, ça biaise complètement le résultat. Voilà, après, vous venez d'évoquer le mot, la notion de joie. C'est absolument fondamental, la force de la joie. Oui. Hein. Il faut en arriver là, de C'est, toute façon. il faut en arriver là, effectivement, mais c'est là l'importance de revenir à soi pour essayer de voir à quel moment dans notre histoire, notamment au niveau de la descente sur Terre, hein, quand on a fait le processus d'incarnation, euh, on a pu mettre des freins à cette joie-là, parce que la joie, c'est notre essence profonde. Mais si c'est notre essence profonde, on peut se poser la question, comment ça se fait que c'est pas ça qu'on expérimente 365 jours par année, 24 heures sur 24? Ça veut donc dire que quelque part, il y a des freins à l'expérimentation de cette joie-là. Quels sont ces freins? Où est-ce que moi, je ne me permets pas d'exprimer, de ressentir et d'être cette joie-là? C'est-à-dire, Et on a intérêt à prendre conscience que tout peut se transformer. À un moment, vous avez cette bel exemple, manger une pomme peut devenir un instrument, un moment de joie. oui, Hein. oui, tout Voilà, à si on fait. prend conscience que la nature l'a fait pousser, que ça a été cueilli, enfin, qu'il y a eu la main de l'homme, le soleil, tout ça. Si on prend conscience de tout ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, mais je veux dire, j'aime bien, c'est un exercice que je propose dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission, de goûter une pomme. Pourquoi je propose cet exercice-là? Parce que la plupart du temps, on n'est pas dans notre corps. On va manger notre pomme en étant ailleurs. On pense à autre chose et on n'est pas dans le moment présent. Puis être dans le moment présent, bon, c'est un concept qu'on entend bien souvent, mais on n'a pas idée à quel point euh, la connexion au corps, elle est importante. On- Je ne peux pas être dans le moment présent si je ne me permets pas d'être dans ce corps-là. Et c'est là où je vais faire le lien avec l'importance d'être avec l'importance de la naissance, c'est-à-dire que si au moment de naître, j'avais plus envie d'être dans ce corps-là parce que j'ai eu peur, eh bien, dans mon inconscient, j'ai un frein à être incarné. Et j'aurai un frein à être dans le moment présent. Du coup, j'aurai un frein à être dans la joie. Donc, tout ce travail-là, euh,
j'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter travail joyeux parce que souvent quand on dit travail, c'est lourd, c'est Ah, fastidieux, non, absolument. c'est long et c'est dur, alors que tout ça, ça doit être joyeux. C'est l'enfant qui repart à la découverte de lui, qui doit, ça doit être fait dans la Il faut légèreté, renouer avec notre cœur d'enfant, mais au quotidien. au quotidien. C'est ça, Et puis, c'est un travail, oui, qui peut être joyeux, mais c'est au quotidien. Il ne s'agit pas d'être d'un état d'euphorie pour le lendemain sombrer. Il faut être dans une attitude paisible de regard joyeux sur le monde, tout au moins de regard apaisé. Et oui, et on dit, hein, s'amuser, ben c'est ça, je veux dire, pour moi, s'amuser, c'est le contact avec l'âme et avec la muse. Donc, c'est vraiment cette reliance-là à l'intérieur de soi qui nous apporte la joie dans ce qu'on fait. Mais pour atteindre cette joie-là, ça deviendra important de euh, de voir que inconsciemment, il y a plein d'endroits qu'on met des freins, qu'on s'en rend même pas bien compte. sûr, Ouais, qu'on s'en rend même pas compte. Et une des choses qui se répète, par exemple, je propose aux gens, essayez d'observer dans les jours, les semaines avant votre anniversaire. Comment vous vous sentez? Souvent, les gens vont associer le fait qu'ils n'aiment pas ou ils sentent un petit malaise parce que on va vieillir. Mais en réalité, c'est pas vraiment la vieillesse, c'est pas parce qu'on va rajouter un an, c'est parce que c'est l'état d'être qu'on a pu avoir au moment de naître dans les jours avant de oui, c'est la naître. réactivation de quelque chose. Ben voilà. Alors, simplement de prendre conscience de ça, de dire, tiens, c'est intéressant, je me rends compte qu'à chaque année, je suis triste quelques jours avant mon anniversaire et que j'ai pas envie de célébrer. Ben, tiens, ça veut dire qu'au moment de naître, j'avais fort probablement ces pensées de j'ai pas envie de naître. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici maintenant, si je le constate, je peux dire, ben, cette année, je vais rendre ça joyeux. Et là, en conscience, je vais naître à cette nouvelle année qui arrive dans la joie. J'ai le pouvoir de choisir. J'ai le pouvoir de choisir et j'ai le pouvoir de changer la naissance que j'ai envie d'expérimenter. Donc ça, même si on n'est né qu'une fois, là aussi, on peut travailler soit avec un thérapeute ou soit, moi, je l'ai fait moi-même, hein, transformer les pensées que j'avais au moment de la naissance. J'ai fait des visualisations et j'ai dit, bon, ben voici, je vais arriver à naître dans la joie, ce qui n'était pas le Et cas. le Donc, beau message de votre livre, chère Sylvie, c'est que la douleur, c'est un agent de changement, c'est certain, mais il y en a d'autres. À nous oui, de créer l'espace pour les miracles, hein. c'est ça, on n'est pas obligé de vivre ça dans la douleur. La douleur, hein, c'est un moteur pour nous faire bouger, pour Voilà. nous dire qu'on n'est pas dans la bonne voie, mais on n'est pas obligé d'attendre d'être Voilà, dans mais la on peut douleur. apprendre par la sagesse, par la curiosité. Oui, et puis c'est le bienfait de la méditation au quotidien parce Voilà. qu'on le voit à chaque jour, qu'on se désaligne et tout de suite, on peut réajuster le tir. Mais si on n'est jamais en contact avec soi, c'est ce qui fait qu'on va se désaligner sans s'en rendre compte et qui va faire en sorte que soit on va rentrer dans un épisode très douloureux, soit on va avoir une maladie parce que on n'a pas été en contact avec soi et qu'on n'a pas su entendre ce qui se passe en nous. On s'éloigne de soi. Il y a une chose qui Oui, m'a interpellé. Vous dites l'incarnation est divisée en phases de 49 ans. Ça m'a interpellé. oui. Oui, en fait, c'est une information que j'ai reçue des guides. Donc, il y a des grandes phases de 49 ans qui sont, elles, subdivisées en cycles de 7 ans.
Donc, on a 7 corps énergétiques et à tous les 7 ans, on va être en lien avec l'énergie de l'un de ces corps énergétiques-là. Et c'est drôlement intéressant pour être capable de lire ce qui est en train d'arriver dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, j'ai quel âge? Et avec cet âge-là, ça me permet d'aller voir dans quelle énergie je suis. Est-ce que je suis dans le cycle des émotions? Est-ce que je suis dans le cycle des pensées? Ce qui fait que l'expérience que je vis dans le moment présent ne m'amènera pas à observer la même chose sur moi. Donc, vous savez, les fameuses répétitions là, où on se dit, Oui, des mais problèmes à répétition. c'est ça, pourquoi ça se répète cette situation-là? Et la plupart du temps, on va se dire, si ça se répète, c'est parce que j'ai pas compris. Et ben moi, je dis mauvaise réponse. Ça ne se répète pas ça se répète, pardon, euh, parce qu'on a compris quelque chose. Mais la répétition, elle est là pour nous amener à comprendre autre chose. Vous savez, quand on était à la petite école, on nous a enseigné du français à tous les ans pendant X années. Et on nous l'a enseigné, pas parce qu'on n'avait pas compris le français de la première année, parce qu'on était à apprendre d'autres notions de Il y a plus des en niveaux. plus, ben voilà, de plus en plus complexes. Donc, dans chaque cycle, on va expérimenter quelque chose de différent. Donc, il y aura les émotions, les pensées, la relation à soi, dans la spiritualité, etc. Donc, il y a 7 niveaux comme ça qu'on ira expérimenter. Moi, j'aime bien quand on prend les chakras où on dit, par exemple, l'énergie du chakra racine, c'est le je suis. Donc, ben, dans les 7 premières années de notre vie, on va expérimenter ce je suis-là. Comment est-ce que je prends ma place dans la matière? Puis, dans les 7 années suivantes, ça va être les émotions. Donc, ça nous amène à la crise de l'adolescence. Donc, voyez-vous, c'est très, très intéressant de comprendre ces cycles énergétiques-là pour mieux appréhender ce qui est en train de nous arriver. Et ces 7 cycles-là nous amènent dans une phase de 49 ans. Ça veut donc dire que quand on arrive à 49 ans, on ferme une grande boucle. Ces 7 cycles-là, on va les avoir expérimentés et on va être replacé dans notre 49e année lorsqu'on a eu 49 ans. Là. Donc, dans la 50e année, si on veut, on va être placé exactement comme à notre naissance. On redémarre. On redémarre. Et ça aussi, ça nous permet de comprendre ce qu'on appelle la fameuse crise de la cinquantaine. Pourquoi ça bouleverse tant? Puis pourquoi il y a tant de gros changements dans cette crise-là? Ben parce que c'est une nouvelle naissance, mais là, le but de cette nouvelle naissance-là, c'est cette fois-ci de faire des choix qui sont drôlement plus conscients. Parce que quand on est né la première fois sur la Terre, On n'avait pas eh le choix. ben, on avait plus ou moins le choix, on Oui. n'avait pas les outils Oui. surtout de conscience pour faire les choix qu'on aurait peut-être aimé faire. Mais là, on peut avoir le choix. Et comment est-ce qu'on va se positionner? Et puis alors, ce projet conscience, en définitive, il continue après la vie. Ben voilà, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que ce qu'on fait sur Terre qui est important, mais en réalité, ce qu'on fait de l'autre côté est tout aussi important parce que ce projet conscience-là, lorsqu'on meurt, hein, moi je le dis toujours dans les conférences qui traitent de la mort, ça n'a rien de magique. On a l'impression dans notre société qu'on meurt puis qu'on devient un illuminé, et qu'on devient les guides de tout le monde qui nous entoure simplement parce qu'on est mort. Mais non, si je suis pas conscient avant d'être mort,
je ne serai pas illuminée lorsque je vais arriver de l'autre côté. La conscience, c'est un long processus et c'est pas la mort qui la donne, c'est le processus qu'on va faire pendant nos incarnations, mais aussi entre ces incarnations-là. Donc, le projet conscience, il se continue dans l'après. Donc, on a tout intérêt à mourir guéri de nos blessures. Oui, et parfois, je veux dire, la guérison, hein, elle n'a pas attrait avec la guérison du corps physique, c'est-à-dire Oui, que on peut mourir dans un corps malade, oui, mais mais avoir guéri l'âme, la pensée et l'âme qui était, c'est-à-dire s'être relié, pardon, à notre âme pour guérir la forme pensée qu'il y avait derrière ça. Donc, c'est pas écrit dans notre front, oui, malheureusement, au moment de mourir, qu'on a réussi à guérir. Donc, moi, quand les gens me disent, par exemple, cette personne-là est bien mieux de l'autre côté, ben, je réponds toujours, qu'en savons-nous? Parce que on ne sait pas si avant de partir, elle a fait le travail de guérison. Ce qu'on sait, c'est que tout le processus de la mort est merveilleusement bien construit pour nous amener à faire cette guérison-là. Maintenant, il y a des résistances, il y a des peurs qui parfois nous empêchent de faire le travail. oui. Et sûr, tout s'élève quand on y met de l'amour. Oui, tout à fait. De l'amour, c'est quoi? Ben, c'est de la conscience aussi, hein? Voilà. Parce que on peut pas donner de l'amour si on n'est pas en conscience. Voilà, et on a un bel Mm. instrument aussi pour ça. C'est ce petit livre, Oui, hein. Rendez-vous au oui. cœur de l'être, en fin de compte, qui donne plein de petites leçons de sagesse, de connexion à soi, qui ne peuvent que justement nous aider à traverser joyeusement notre quotidien et puis peut-être le passage de l'autre côté, hein. Je pense qu'on va pouvoir conclure avec ça, ma chère Sylvie, et donc un très très grand merci. Mais merci pour ce bel entretien, pour ces belles questions. Puis oui, au sujet de Rendez-vous au cœur de l'être, en fait, je l'ai écrit parce que après les ateliers, les gens me disaient, oui, mais là, tu nous as donné quelques clés, mais on s'en va chez nous, on ne sait pas trop Ouais. comment continuer la démarche. Alors, c'est vraiment fait comme, euh, j'ai envie de dire, pratiquement comme un oracle. On peut tirer au hasard un texte et faire tout un travail. Il y a des questions, il y a des lectures pour approfondir et il y a différents niveaux Oui, c'est de ce qui est agréable. questions On pour peut aller. l'ouvrir au hasard. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas Voilà. d'ordre et Pas d'ordre, on hein. peut choisir un thème Voilà, si hein. on a envie de travailler quelque chose ou on peut se laisser carrément guider. Enfin, si vous voulez travailler joyeusement, là, vous avez deux bons instruments, hein. Un grand merci, ma chère Sylvie. Merci beaucoup, Christian, à vous. Et puis, je souhaite à tout le monde euh, de s'accorder du temps pour vraiment se relier à soi. C'est comme ça qu'on trouve notre mission de vie. Voilà, et merci à tous ceux qui nous regardent. Merci.